50 milliards d'euros. Ce n'est pas le budget d'un petit pays, c'est le montant qu'un seul homme a mis en jeu, en secret, sans que personne ne s'en aperçoive. Dimanche 20 janvier 2008. Au siège de la Société Générale, dans le quartier de la Défense, l'ambiance est funèbre. Les dirigeants viennent de découvrir qu'un de leurs traders a pris des positions cachées qui dépassent la valeur totale de la banque elle-même. Si les marchés ouvrent le lundi matin sans qu'ils aient un plan, la banque saute. Et avec elle, c'est tout le système financier mondial qui tremble. Mais qui est ce type? Un génie du mal? Un loup de Wall Street? Non. C'est Jérôme, un breton timide qui prend le RER comme tout le monde. Bienvenue dans l'histoire du casse du siècle, sans armes ni braqueur. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut oublier l'image du trader star sorti de Polytechnique. Jérôme Kerviel, c'est l'anti-héros. Il n'a pas fait les grandes écoles parisiennes. Il vient de Lyon 2. Il entre à la Société Générale en 2000, mais par la petite porte. Le back-office. Le back-office, c'est les soutes du navire. C'est là qu'on vérifie les comptes, qu'on valide les opérations des vrais traders. C'est administratif, c'est chiant, mais c'est crucial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est là que Kerviel apprend tout. Il apprend comment le système de surveillance de la banque fonctionne. Il apprend quels ordres déclenchent les alarmes et surtout quels ordres ne les déclenchent pas. En 2005, il est promu au front office. Il devient trader junior sur la Delta One Desk. Son job, faire de l'arbitrage sur les indices boursiers, le CAC 40, le DAX allemand, l'Eurostoxx 50. Gagner des centimes sur des millions de transactions. Des gains petits, mais sûrs. Sauf que Jérôme, il s'ennuie. Et il a envie de prouver qu'il est meilleur que les costards cravates sortis de HEC. Alors, il commence à tricher. Au début, c'est presque innocent. Il prend une position directionnelle. Il parie sur la hausse ou la baisse des indices européens. Normalement, il n'a pas le droit. Mais pour masquer son risque, il saisit une opération fictive dans le système informatique. Une fausse couverture. L'ordinateur de la banque voit risque zéro. La réalité, Jérôme est à poil sur le marché. Et là, le détail qui tue, pour créer ces fausses couvertures, Kerviel invente carrément des noms de traders fictifs. David Verne, Paul Noyer. Parfois, il utilise même les prénoms de collègues partis en vacances. C'est pathétique, c'est amateur, mais ça marche. 7 juillet 2005. Les attentats de Londres frappent. Le marché chute brutalement. Kerviel avait parié à la baisse juste avant. Intuition, chance, les deux. Résultat, il gagne 500 000 € pour la banque. Il est euphorique. Est-ce qu'il empoche l'argent pour lui? Non, c'est ça le twist. Il ne vole rien. Il veut juste que son bonus augmente et que ses chefs lui tapent dans le dos. Et ça marche. Ses supérieurs voient dans les profits, mais ne posent pas trop de questions sur la méthode. Tant que tu gagnes, on ne regarde pas sous le tapis. C'est là que l'engrenage commence. Mais avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez un truc. 2007, ce n'est pas une année normale. C'est l'âge d'or des traders cowboys. Les bonus explosent dans toutes les banques. La Société Générale veut rivaliser avec Goldman Sachs, avec Morgan Stanley. Tout le monde prend des risques insensés. Les subprimes commencent à craquer aux États-Unis. Mais personne ne veut voir la vérité. Pourquoi? Parce que l'argent coule à flot. Kerviel n'est pas une anomalie dans ce système. Il est juste celui qui va se faire griller. Parce qu'en 2007, il est persuadé que le marché va rebondir. Il se met à acheter massivement. Sauf que le marché ne rebondit pas. Il coule. Pour refaire ses pertes, il applique la pire stratégie du monde, la martingale. Il double la mise, il perd, il quadruple. Fin 2007, il déclare un bénéfice de 1,4 milliard d'euros. C'est colossal, c'est trop. Pour ne pas attirer l'attention, il doit masquer ses gains. Vous avez bien entendu. Il doit cacher de l'argent gagné pour ne pas qu'on découvre l'ampleur de ses positions. Mais attendez, Kerviel aurait pu s'en tirer. Il y a eu un moment où tout aurait pu basculer différemment. Si les marchés avaient remonté en janvier 2008 comme il l'espérait, il aurait pu tout solder avec un profit gigantesque. La Société Générale n'aurait jamais rien su. Il serait devenu une légende interne. Le destin a un cheveu, mais le destin en a décidé autrement. Janvier 2008.
Tout bascule. Attention, Le 18 il doit janvier, masquer ses un gains. cadre du Vous service avez de bien contrôle entendu. tique sur une Il doit opération. cacher de Une l'argent gagné contrepartie pour ne mystérieuse pas avec une banque qu'on allemande. découvre Il l'ampleur appelle de la ses banque positions. allemande. Mais attendez, Réponse. On ne connaît pas aurait cette pu s'en transaction. tirer. Il y Kerviel est avait un convoqué. moment où tout Il aurait pu bafouille. basculer. Il parle d'une erreur Différemment, informatique. si les marchés Il gagne avaient du temps. remonté en janvier Il transpire. 2008 comme il l'espérait, Le soir il même, aurait pu il tout envoie un sauver SMS. avec un profit gigantesque. Je ne sais pas si La je vais Société revenir. Générale n'aurait jamais Mais voilà rien le su. truc que la banque Il ne veut serait pas que vous devenu une sachiez. légende interne. Ce n'est pas Le la première destin a un alerte. cheveu, Loin de mais là. le destin en a Novembre décidé 2007. autrement. Un manager écrit à Kerviel. Attention à tes montants, c'est trop gros. Réponse de Kerviel. T'inquiète, c'est couvert. Le manager n'insiste pas. Pourquoi? Parce que Kerviel vient de rapporter 500 millions d'euros. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Tout au long de 2007, Kerviel a reçu des emails de rappel à l'ordre. Il a été convoqué plusieurs fois pour justifier ses positions. Certains managers ont même validé manuellement des trades qui dépassaient de ses limites autorisées. La thèse de Kerviel. Ils savaient, ils ont fermé les yeux tant que ça rapportait. Et franchement, les preuves lui donnent raison. Samedi 19 janvier. La direction de la Société Générale perce le coffre-fort numérique de Kerviel. Ils ouvrent les fichiers. Et là, c'est la sidération totale. Ils découvrent qu'il a engagé 50 milliards d'euros sur les marchés européens. La banque n'a que 35 milliards de fonds propres. Si le marché baisse de quelques pourcents le lundi matin, la Société Générale est en faillite. Game over. Plus de banques. Imaginez la panique. C'est le week-end. Ils sont enfermés dans une war room au siège de la Défense. La réunion dure toute la nuit. Le PDG Daniel Bouton ne dort pas pendant 48 heures. Il commande des pizzas. Certains cadres vomissent de stress dans les toilettes. Ils doivent se débarrasser de ces 50 milliards d'actifs sans que personne ne le sache. S'ils vendent tout d'un coup, le marché s'effondre. S'ils attendent, ils meurent. Lundi matin, 21 janvier 2008. Les bourses asiatiques ouvrent et c'est le carnage. Le lundi noir. Mais attention, petit détail crucial. La Société Générale n'a pas créé ce krach. Les marchés mondiaux étaient déjà en chute libre. Crainte de récession aux États-Unis, crise des subprimes qui s'aggrave. Kerviel a eu la malchance ultime. Ses positions explosent pile au moment où les marchés globaux s'effondrent. La SocGen vend. Elle vend tout, à n'importe quel prix, dans une hystérie totale. Elle déboule ses 50 milliards de positions en 3 jours de trading frénétique. En 3 jours, la banque perd 4,9 milliards d'euros pour solder les positions de Kerviel. 4,9 milliards. Parti en fumée. C'est le prix d'un porte-avions nucléaire. L'histoire explose dans les médias. Jérôme Kerviel devient l'homme le plus détesté et le plus fasciné de France. La banque le peint comme un terroriste informatique, un génie solitaire qui a déjoué tous les contrôles. La défense de Kerviel? Il savait. Son avocat martèle, on ne peut pas gagner des milliards pendant 2 ans sans que la banque ne voie les montants engagés. Ils ont fermé les yeux tant que ça rapportait. Le procès est un cirque médiatique. Verdict? Coupable. 5 ans de prison, dont 3 fermes. Et surtout, il est condamné à rembourser les 4,9 milliards d'euros. 4 900 000 euros. Spoiler, il ne les a pas. Il faudrait qu'il travaille pendant 150 000 ans avec un SMIC pour rembourser ça. Et là, l'après-coup devient surréaliste. Kerviel devient une icône anti-système. Il marche de Rome à Paris après une rencontre avec le pape. Il se refait une image de petit gars broyé par les grands méchants banquiers. Finalement, la justice reconnaîtra que la banque avait sa part de responsabilité dans les défaillances de contrôle. La dette de 4,9 milliards est annulée pour Kerviel, ramenée à 1 million d'euros. C'est plus gérable. Mais ça pique quand même. Aujourd'hui, l'affaire Kerviel reste le symbole parfait de la folie des grandeurs de la finance des années 2000. Un système où un seul mec, avec un ordinateur et des fausses écritures, peut faire trembler l'économie mondiale. La question qui tue, c'est « est-ce que ça peut recommencer ?» Les banques jurent que non. Les algorithmes nous surveillent. Les contrôles ont été renforcés. Mais rappelez-vous, Kerviel n'était pas un hacker génial. Il connaissait juste les failles humaines du système. Il savait où regarder, où ne pas regarder. Et la nature humaine, elle n'a pas changé. D'ailleurs, si vous pensez que Kerviel était un cas isolé, détrompez-vous. Aujourd'hui,
Avec l'intelligence artificielle et le trading haute fréquence, imaginez ce qu'un seul algorithme mal paramétré pourrait déclencher. Spoiler, c'est déjà arrivé. Le flash crash de 2010. Des milliards évaporés en quelques minutes à cause d'un robot. Et la prochaine fois, ce sera pire. Si vous voulez comprendre pourquoi le système financier est une bombe à retardement, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. On parle de la vraie menace qui plane sur vos économies. Allez, on se retrouve de l'autre côté.